depuis le 14 décembre dernier, les participants, membres de la société civile et de la classe politique, ont préconisé ce dimanche la tenue d'élections législatives avant mai 2020 et l'organisation d'un référendum sur une révision de la Constitution. Une proposition de révision datant de 2017 et visant à développer la décentralisation avait été bloquée par l'opposition au Parlement. Convoqué par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le dialogue national inclusif vise à reprendre la main après une récente résurgence des violences communautaires et djihadistes au Mali. Mais les discussions ont été boycottées par la plupart des partis d'opposition, notamment la principale formation d'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui estime que ce dialogue n'est pas inclusif. Parmi les rares mouvements d'opposition ayant participé aux discussions figurait la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes rebelles signataires d'un accord de paix avec Bamako en 2015. Depuis septembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens au cours d'une insurrection qui s'étend depuis 2013 et d'autre part, des affrontements sanglants ont opposé récemment éleveurs peuls et cultivateurs dans le centre du pays. L'échec à trouver une solution militaire aux violences a nourri le sentiment chez certains qu'un dialogue avec les djihadistes permettrait de sortir de la crise. Mais le président n'a pas évoqué ce dimanche un éventuel dialogue, bien que de nombreux délégués aient soutenu cette option durant les discussions. Depuis 4 mois et pour la première fois depuis sa signature, les réunions du comité de suivi de l'accord ne se tiennent plus. À son arrivée, le président français Emmanuel Macron a été accueilli par son homologue nigérien Issoufou Mahamadou à l'aéroport international Dior Hamani de Niamey. Les deux hommes d'État ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête avant de se rendre au Carré des Martyrs situé à quelques encablures de la base aérienne de Niamey. Ils se sont recueillis sur les tombes des 111 soldats morts le 10 décembre dernier après l'attaque du camp militaire d'Inates, non loin de la frontière malienne. Emmanuel Macron a condamné ce acte barbare et déploré le développement de sentiments anti-français dans le Sahel chaque fois qu'un problème se pose. C'est pourquoi il a réitéré son exigence de clarification au chef d'État du G5 Sahel qu'il invite à Pau le 13 janvier prochain pour un sommet. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Le président Macron et son homologue Issoufou ont, au terme de la conférence de presse, visité la base militaire française où ils ont eu des explications sur sa mission et ses opérations depuis son installation dans le pays. Une base qui n'en est pas une au sens propre du terme, car elle sert d'appui logistique à la force Barkhane. Les chefs d'État du G5 Sahel iront à Pau avec une position commune. Ils l'ont décidé à l'occasion du sommet extraordinaire tenu à Niamey le 15 décembre dernier. Ils ont justement besoin de clarification et de plus d'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Ils doivent ainsi harmoniser leur position avec leur allié, la France, pour lever toute ambiguïté. Les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont arrêté les véhicules et exigé de connaître l'identité de leurs passagers. Ils ont tué 6 personnes et en ont enlevé 5 autres, dont une femme, a raconté à l'AFP Harouna Achouri, un conducteur de car dont des passagers figurent parmi les victimes. Ils ont spécialement visé les membres du personnel de sécurité, les paramilitaires, les éleveurs peuls et les chrétiens, a-t-il ajouté. Plusieurs des victimes ont été tuées par balle, tandis que d'autres ont été forcées de se mettre à genoux et ont eu la tête tranchée, a poursuivi ce témoin. Au total, 3 éleveurs peuls, dont 2 femmes, 2 commerçants chrétiens et un policier ont été abattus
par les assaillants. Un policier, un fonctionnaire et 3 travailleurs humanitaires ont été enlevés par ces djihadistes. En 10 ans, l'insurrection djihadiste au Nigeria et sa répression ont fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés. Le conflit s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun, des pays limitrophes au Nigeria. Un groupe de 36 membres de la milice Force démocratique alliée ont été présentés à la presse ce lundi par l'armée congolaise qui les accuse d'être les auteurs de massacres à Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de l'armée congolaise, ces terroristes ont été capturés pendant les opérations d'envergure lancées depuis le 30 octobre à Béni Territoire. Nous avons enregistré des révélations accablantes contre des politiciens, des commerçants, des animateurs de mouvements citoyens de Béni, Butembo, Goma, voire Kinshasa, qui commanditent ces massacres à Béni, a-t-il affirmé, sans citer de nom. Parmi les miliciens capturés figurent 22 Ougandais, 3 Tanzaniens, 3 Kenyans, 4 Congolais de la RDC, 2 Rwandais, 1 Centrafricain et 1 Burundais, a détaillé le général Kassonga, qui affirme que ce sont des égorgeurs qui tuent dans le territoire de Béni. Les ADF, à l'origine mouvement rebelle musulman ougandais, sont implantés dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils ont fait souche depuis près de 25 ans. Ils y attaquent des civils dans des zones reculées, souvent inaccessibles aux forces de sécurité. Ils sont accusés d'avoir tué plus de milliers de civils depuis octobre 2014 dans la région de Béni. Depuis fin octobre, l'armée congolaise mène des opérations militaires d'envergure contre ces ADF et autres groupes armés qui écument cette région troublée du pays. Depuis le mois de juillet, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, et le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, se disputent le contrôle de cette ville frontière par laquelle transitent les armes et les marchandises en provenance du Soudan voisin. En septembre, le FPRC avait été chassé d'Andafork ainsi que la ville de Birao, distante de 60 km, par des éléments du MLCJ et des civils armés. Les combats avaient fait au moins une vingtaine de morts selon la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Depuis, des affrontements sporadiques continuent d'alimenter les tensions entre ces deux groupes. Mardi, le FPRC est repassé à l'offensive pour reprendre Andafork avant que le MLCJ lance une contre-attaque vendredi. Pour l'instant, la situation sur place reste confuse. Les responsables des deux groupes armés affirment toujours contrôler cette localité particulièrement isolée où les acteurs internationaux sont absents. Le chef militaire du FPRC, Abdoulaye Hissène, évoque 8 morts parmi ces éléments. Son homologue du MLCJ, Ali Abdelrahman, parle de 4 tués dans ses rangs. La Centrafrique est ravagée par la guerre civile depuis qu'une coalition de groupes rebelles a renversé en 2013 le président Bozizé. Les violences ont forcé près d'un quart des 4,7 millions d'habitants du pays à fuir leur domicile. Malgré la baisse significative des violences depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés, le pays est toujours secoué par des combats réguliers entre milices rebelles. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés.
En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. Suspendu aux branches à près de 40 mètres du sol, Nicolas Moulin scrute l'horizon. Dans les jumelles de cet entomologiste, une mer d'émeraude pétrifiée se déploie à l'infini. C'est là, quelque part, dans la canopée, que se cache le papilio Antimachus, le plus grand papillon de jour d'Afrique, quasiment inconnu de la science. Depuis sa découverte en 1782, personne n'a jamais réussi à observer la chenille et la chrysalide de ce papillon vénéneux dont l'envergure peut atteindre 20 à 25 cm. Pour élucider ce mystère, une expédition française d'une vingtaine de personnes financées sur fonds privés a pris ses quartiers durant 3 semaines dans l'extrême sud de la Centrafrique, sur les berges de la rivière Lobaye, qui ondule comme un serpent cuivré entre les griffes de la forêt. C'est un lieu de braconnage où les mâles viennent boire des sels minéraux sur les rives et sont capturés pour des collectionneurs ou des confections de tableaux, explique Nicolas Moulin depuis sa vigie. En Centrafrique, les tableaux en ailes de papillons sont un artisanat réputé qui fait vivre de nombreux chasseurs. À l'étranger, un spécimen d'Antimachus peut se négocier à 1 500 €. Les mâles qui volent près du sol sont particulièrement recherchés pour leurs grandes ailes orangées zébrées de noir. Mais les femelles qui vivent dans la canopée où elles butinent les fleurs exposées au soleil ne sont presque jamais observées.